jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h16 et mon invité c'est Yann Leriche, le directeur général de Getlink, le gestionnaire d'Eurotunnel. Bonjour Yann Leriche, merci d'être avec nous ce matin. Alors je le disais, Getlink, Eurotunnel, va pas si mal. Alors bien évidemment, vous avez revu à la baisse vos prévisions, vous ne pouvez pas garantir ce qui était prévu au début de l'année, mais quand même, quand je vois le trafic, notamment dans des navettes pour les passagers et du fret, vous avez quand même limité les dégâts, non ? Oui, alors il faut comprendre que ce qu'on offre, c'est un service de très grande qualité, en particulier lié à la vitesse de transport, quand vous allez de la France à l'Angleterre, que ce produit est extrêmement bon, et donc même en période de Covid, même en période de Brexit, les gens valorisent le service qui est offert, et oui, les trafics sont plutôt bons. Alors ce qui est étonnant, et là on va parler du fret, parce qu'il y a un enjeu, c'est 1er janvier, peut-être un no deal avec nos amis britanniques. Moi je m'étais dit, ça va être hyper compliqué pour Eurotunnel, il va falloir, il y aura des queues immenses à l'entrée des tunnels, alors même que votre trafic fret se maintient, il était en octobre, il était même quasiment équivalent même à celui de l'an dernier. Et vous me dites, non, en fait, on a tout prévu, il n'y aura pas de file d'attente dans le tunnel, parce que tout aura été digitalisé. Expliquez-nous. Alors, il faut comprendre l'enjeu du Brexit pour nous. L'enjeu, c'est que demain, il y aura plus de papiers, plus de formalités pour passer de la France à l'Angleterre. Et des droits de douane. Droit de douane, voilà. Mais chez nous, techniquement, quand vous arrivez au tunnel, vous aurez des formalités supplémentaires. La nature de ces formalités n'est pas encore bien connue, mais ces formalités existeront. Et donc, ce qu'on a choisi de faire chez Eurotunnel, c'est de transformer ce surplus de papier en une opportunité. Et donc, demain, oui, vous aurez un nouveau produit que nous lançons qui s'appelle l'Eurotunnel Border Pass. Grâce à ce produit, si vous êtes transporteur, avant le passage au tunnel, vous allez rentrer tous vos codes douaniers sur une plateforme numérique d'Eurotunnel. Cette plateforme est en lien avec la plateforme douanière française et la plateforme douanière Angleterre, du côté anglais. Et donc, en arrivant au tunnel, toutes les formalités ont été faites avant. Si vous êtes conducteur de camion, vous n'avez juste qu'à confirmer que le chargement du camion que vous avez correspond à ce qui a été déclaré en amont. Et voilà, un seul clic et vous passez, la fluidité est assurée. Et avec ce clic, les droits de douane aussi seront payés en conséquence ? Voilà, tout ça est géré de façon électronique entre différents systèmes qui ont été mis en place et qui communiquent entre eux. Mais est-ce que les transporteurs sont prêts ? Parce que vous l'êtes, vous nous expliquez que vous avez finalement accéléré cette digitalisation grâce, entre guillemets, ou à cause du Covid. Mais côté transporteur, est-ce que tout le monde est prêt ? Alors effectivement, il y a bien deux enjeux. Il y a bien l'enjeu d'une autre. On offre les solutions technologiques qui permettent de simplifier toutes ces formalités. Finalement, on va faire mieux après qu'avant. Il y a un deuxième enjeu qui est d'avoir tous les transporteurs prêts pour cette période. Et donc là aussi, on les accompagne, on fait toutes les formations, toutes les préparations qui leur sont nécessaires. Et donc aujourd'hui même, typiquement, comme chaque semaine en ce moment, on a des sessions durant lesquelles on expose la façon dont ça va se passer demain avec le Brexit. C'est d'ailleurs une opportunité pour nous de nous rapprocher de nos clients, de bien leur expliquer comment ça va se passer. On est leader sur le transmanche. L'objectif, c'est de continuer à l'être et donc d'accompagner toujours au plus près de nos clients. Peut-être d'ailleurs un avantage comparatif à court terme et moyen terme sur les autres formes de transport, par exemple par mer. Aujourd'hui, c'est quelle part de marché dans le trafic transmanche, la part qui passe par Eurotunnel ? Alors, en fret, Alors, vous parlez en fret. Alors, cette part de marché, elle est en gros de 40%. 40%. Et c'est relativement stable dans le temps. Et oui, bien entendu, l'objectif, avec tous ces investissements, nous, le Brexit, c'est 47 millions d'investissements pour être meilleur avant qu'après, ont bien pour objectif aussi d'augmenter cette part de marché. Alors, il y a le fret et puis il y a le trafic passager, le trafic voiture sur lequel là, vous êtes leader avec plus de 70% de marché. Et là, vous dites, là aussi, avec le Covid, quelque part un avantage comparatif, parce que quand vous prenez le tunnel pour aller au Royaume-Uni ou l'inverse, vous êtes dans votre voiture, vous restez dans votre habitacle avec votre famille, et donc vous êtes protégé d'éventuelles contaminations. Oui, alors en effet, comment marche le service dont vous parlez ? Vous êtes dans votre voiture, vous allez par exemple de Paris, d'ici à Calais, vous restez dans votre voiture, vous arrivez sur le site du tunnel sous la Manche, et là, tout en restant dans votre voiture, vous rentrez sur une navette ferroviaire. C'est ça. Vous restez dans votre véhicule durant la traversée, et vous n'en sortez pas pendant durant 30 les 35 minutes. 35 minutes, de traversée. Et donc, à aucun moment, vous ne sortez de votre bulle, vous restez protégé. Effectivement, en période de Covid, ça, c'est extrêmement valorisé par nos clients. Et du coup, vous avez vu que pendant l'été, par exemple, beaucoup de passagers ont privilégié votre formule parce qu'ils avaient l'impression d'être
plus en sécurité d'un point de vue pandémique. C'est exactement ça. C'est un trajet qui se fait sans contact en période de pandémie, en période de questions. Effectivement, on offre un service qui, du point de vue sanitaire, est absolument exceptionnel. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez finalement maintenu votre activité, en tout cas dans ce domaine. L'autre, c'est que comme les gens ont réservé à la dernière minute, ils ont souvent pris des billets de transport plus chers que des billets qu'on achète 3 mois à l'avance, par exemple. Donc, j'ai envie de dire, le mix produit était avantageux pour Eurotunnel, pour Getlink. Oui, alors là, il est intéressant de comprendre ce qui s'est passé durant l'été, effectivement, en période de restriction de trajet, aussi bien en France qu'en Angleterre, durant le printemps jusqu'à la fin de l'été. Levée de ces restrictions, et donc les gens sont revenus en masse chez nous. D'ailleurs, on a battu des records de booking, des records de réservation durant plusieurs semaines de suite, effectivement, liés à la qualité du produit. Début août, on était revenu à des niveaux de trafic quasiment équivalents à ceux de 2019. Donc, effectivement, un produit fortement apprécié, et les gens reviennent très très vite une fois que les restrictions sont levées. Troisième part de votre activité, c'est le trafic ferroviaire. Là, forcément, j'imagine que c'est en forte chute. J'ai vu baisse de 57% du chiffre d'affaires du réseau ferroviaire sur le transport. Et ça ne va pas s'arranger avec le nouveau confinement, notamment en France, mais aussi une partie du Royaume-Uni. Comment vous faites sur cette activité-là? Est-ce que les opérateurs, Eurostar par exemple, vous versent des revenus proportionnels ou il y a du fixe dedans? Alors là, l'enjeu du ferroviaire, effectivement, est un peu différent de ce qu'on a vu avant. Et donc, plusieurs choses. Il y a effectivement la période de court terme, où l'objectif, c'est de faire revenir les clients le plus vite possible dans les conditions sanitaires qu'on connaît. Et dans ce cadre-là, oui, vous posiez la question du paiement. Eurostar, qui est notre principal client, paye une redevance en 2 parties. À Getlink, une partie fixe et une partie variable. Cette partie variable, évidemment, est impactée par le tunnel. Ce qu'il est important de souligner, c'est qu'il y a un deuxième enjeu ferroviaire, qui est l'enjeu de moyen et de long terme. Et là, les perspectives sont bonnes. Et donc, il faut qu'avec Eurostar, là aussi, nous préparions la suite, puisque le ferroviaire longue distance, dans un monde, dans une Europe qui pousse pour des transports propres, évidemment, a des perspectives extrêmement intéressantes. Vous avez des capacités de transport ferroviaire que vous pouvez encore étendre, parce que vous dites le développement du ferroviaire, peut-être que du Royaume-Uni partiront des trains qui iront plus loin que là où ils vont aujourd'hui, même s'il y a des trains spéciaux, on le sait, par exemple pour les sports d'hiver. Est-ce que vous avez encore des capacités de transport, ou est-ce que le tunnel atteint ses limites? Alors, la capacité du tunnel, aujourd'hui, n'est pas à ses limites. On est environ à 50%. Ah oui, donc fort potentiel de développement. Oui, tout en sachant que tout ça, finalement, c'est une photographie à un instant donné. Les technologies évoluent. Le sujet limitant aujourd'hui dans le tunnel, c'est la signalisation. C'est finalement la distance entre 2 trains qui circulent. Plus cette distance est courte, comme vous pouvez l'imaginer, et plus les trains roulent à la même vitesse, plus vous pouvez en mettre. Et donc, les nouvelles génération de signalisation vont nous permettre d'étendre encore ce chiffre. Donc on est loin d'être à la limite de capacité. Peut-être les trains autonomes aussi vous permettront sans doute d'avoir plus de capacité de transport dans le tunnel à terme. Ça fait partie de toute l'automatisation de la signalisation. Alors effectivement, signalisation hors du train ou automatisation du train, tout ça, ça fait partie de la même famille qui nous permettra d'avoir des circulations à fréquence plus élevée. Est-ce que ça vous frustre pas parfois de ne pas être opérateur de service ferroviaire, parce que pour développer le trafic, peut-être que vous dites que vous feriez mieux que Eurostar par exemple? Mais nous le sommes, opérateurs de services ferroviaires. Alors, pas dans la partie passager, dans la partie frais. Oui, la partie fret, mais pas dans la partie passager. Non, mais chez Europort, qui est notre activité de fret en France et à l'étranger. Nous transportons du fret. Et dans les passagers, vous auriez une ambition d'être opérateur, de concurrencer par exemple Eurostar? Vous auriez le droit, il n'y a rien ne vous l'interdit aujourd'hui ici? Alors on ne va pas le faire contre Eurostar, on va le faire en joint venture avec la RATP Dev, dans le cadre de l'ouverture du marché ferroviaire régional en France. Et donc il y aura d'autres trains que l'Eurostar pour aller à Londres par exemple? Non, à court terme non. Aujourd'hui Eurostar est le seul opérateur de trains grande vitesse dans le tunnel. Demain, il y en aura peut-être. En tout cas, à très court terme, non. En revanche, je le disais, nous allons nous positionner sur le marché ferroviaire régional français. Donc, on n'est pas sur la grande vitesse. Mais pas sur la grande vitesse et pas sur le tunnel. Je disais, j'étais un peu surpris de voir vos chiffres. La trésorerie disponible, par exemple, à fin septembre, vous avez près de 600 millions d'euros, alors que vous n'aviez que 511 fin juin. C'est lié à l'amélioration de la situation pandémique pendant l'été. Et j'imagine que cette trésorerie va de nouveau souffrir pendant l'hiver?
Alors effectivement, un des enjeux de la gestion de crise est la gestion du cash. Et ce cash, aujourd'hui, chez Getlink, est en bonne position. Vous avez cité les chiffres. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que même en période de pandémie, nous avons été capables de maintenir cette position de cash et même de l'améliorer. C'est une de nos priorités. Alors cette gestion de cash... Vous l'avez améliorée comment d'ailleurs? Alors ça se fait de plusieurs façons. La façon principale, c'est de serrer les coûts. On est évidemment dans une période où certains trafics sont en baisse par rapport à l'année dernière. Et donc évidemment, on préserve l'entreprise, on préserve ses salariés et les emplois en gestion au plus près les coûts, en ajoutant de la flexibilité sur la façon dont on gère nos équipes. L'objectif, c'est de sortir de cette crise encore plus fort. Et donc pour ça, effectivement, gestion des coûts, gestion de la façon dont on fonctionne. Et je tiens d'ailleurs à souligner la qualité du travail qui est fait par toutes les équipes de Getlink dans cette période qui n'est pas facile, qualité du travail qui est absolument remarquable. Pour terminer, pour revenir sur un des points qu'on a évoqués ensemble, si j'ai bien compris, un no deal, parce que c'est possible, ne vous fait pas peur, ne fait pas peur à Getlink Eurotunnel. Alors, je reviens sur ce que je disais en introduction sur les enjeux. Pour nous, les enjeux du passage de la frontière, c'est un enjeu technique, c'est un enjeu de fluidité. Mais j'ai compris, mais est-ce qu'en termes de trafic, vous redoutez une baisse du trafic liée à un no deal ou est-ce que vous estimez que ça ne changerait pas grand-chose? Donc effectivement, il y a le sujet qu'on a évoqué technique, tout à l'heure, technique, donc ça ne change pas grand-chose. Il y a le sujet moyen-long terme du niveau de trafic. Est-ce que les Anglais vont arrêter de faire circuler? Voilà. Bon. Alors plusieurs choses. Déjà, un premier signe que j'évoquais tout à l'heure, dès que les levées de circulation, de restrictions de circulation ont été levées fin du mois de juin, c'est reparti extrêmement vite. Ouais. Et ça se comprend bien. C'est que si on prend la partie passager, par exemple, vous avez 200 000 Anglais qui ont une résidence secondaire en France. Et donc ces gens-là n'ont qu'une seule envie, c'est de revenir, d'être là, de retrouver leurs amis, leur maison, de consommer. Donc voilà. Et ça marche aussi dans le sens inverse. Merci beaucoup, Yann Le Riche, directeur général de Getlink Eurotunnel, d'avoir été avec nous ce matin.